Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la modélisation par spline dans 3D Studio Max. C'est-à-dire que nous allons créer des tracés au sein de ce logiciel pour euh, créer des objets en 3 dimensions avec différentes techniques et différentes méthodes. Donc pour pouvoir faire ça, on va devoir se rendre sur le panneau de commande ici. On va aller sur Create. On ne va pas rester sur Géométrie. On va changer cette fois-ci et on va aller sur Shapes. Je vais cliquer là-dessus et je vais aller sur Spline, je reste toujours ici, hein, et je sélectionne dans Object Type Line. Bon, ce menu est activé. Je vais activer également la vue de top, comme ceci, et je vais la maximiser en cliquant sur le bouton Maximize Viewport Toggle. Une fois que c'est fait, alors que ce bouton est toujours activé, eh bien, je vais venir ici dans ma vue, je vais faire un clic gauche, un deuxième clic gauche, un troisième, un quatrième, et je vais venir ici sur le premier point de création pour cliquer dessus afin qu'il m'ouvre cette fenêtre qui me demande si je vais fermer ici mon tracé, qu'on appelle aussi une spline dans 3D Studio Max. Je vais faire oui. Je vais faire ensuite une deuxième forme à peu près similaire en faisant un clic gauche ici, comme ceci. Et cette fois-ci, je ne vais pas fermer mon tracé, je vais faire un clic droit pour dire que le tracé sera ouvert. Enfin, donc là je déplace ma caméra avec le bouton du milieu qui est maintenu et je bouge ma souris pour déplacer ma vue. Donc ensuite je vais faire une deuxième forme, mais cette fois-ci avec des courbes. Donc pour ce faire, je vais faire un clic gauche et je vais maintenir ici mon clic gauche au deuxième clic et je vais glisser avec ma souris. Donc là on peut voir qu'il y a une courbe qui est créée. Et je vais faire pareil avec le troisième point, le quatrième point, et je vais fermer ici mon tracé en venant ici sur le point du début. Et enfin, je vais faire la même chose ici, un premier point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième, clic droit, et j'ai donc ici l'équivalent de ces deux formes-là, mais avec des courbes. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir sortir de mon outil qui s'appelle Line, et je peux appuyer sur Échappe pour désactiver cet outil. Donc maintenant, on va voir de quoi est constitué notre objet. On l'a créé et on a maintenant envie de le modifier. Donc on ne peut plus faire de nouveaux tracés, tout est fait. Vous savez que dans 3D Studio Max, quand vous créez un élément en général, vous venez ici dans Create et vous commencez à, de façon interactive, créer votre élément. Tant que l'objet est sélectionné, vous pouvez changer ici les différents paramètres qui viennent avec cet élément. Mais une fois que vous avez cliqué sur les côtés, que vous êtes sorti du mode création, pour revenir sur ces paramètres, il faut tout d'abord sélectionner votre objet et ensuite vous rendre cette fois-ci sur le panneau de commande au niveau du Modify pour avoir accès de nouveau aux différentes propriétés qui vous permettront de changer soit des valeurs ou soit l'apparence de votre élément. En l'occurrence ici, quand on arrive, on voit qu'on a bien notre objet line qui arrive avec des propriétés ici, des attributs. Et on a aussi le nom de notre élément qui apparaît à ce niveau-là. Alors, on va voir de quoi est constitué notre élément. Si je vais ici sur Line, je clique dessus, je vois que j'ai vertex, segment et spline. Ça veut dire que ce sont les 3 éléments qui constituent notre objet ici. Si je vais sur vertex, eh bien, je vois que l'affichage change et me permet de voir sous forme de petits carrés mes vertex. Donc ça correspond aux endroits où j'ai cliqué pour créer ce tracé. Alors ces vertex peuvent être sélectionnés, donc là pour l'instant je suis sur l'outil de sélection qui s'appelle le Select Object, et je peux à tout moment venir sélectionner cet élément, celui-là, ou l'ensemble de mes éléments en une seule fois. On va se focaliser uniquement que sur ce vertex. Alors, première chose qu'on peut noter, c'est que l'on a ici des tangentes. Ceux qui ont déjà travaillé sur Photoshop et Illustrator connaissent très bien ce type d'objet en infographie. On a donc une courbe de Bézier ici, et ça veut dire qu'à tout moment, je peux venir sélectionner ici les poignées de ma tangente pour modifier la forme de mon tracé. Et pour faire ça, il n'y a qu'un seul outil qui permet de déplacer les éléments dans 3D Studio Max, c'est l'outil Select and Move. Donc si je viens ici,
je vais lui demander, pour plus de facilité, de déplacer mes éléments en même temps sur Y et sur X. Et pour ça, je vais activer le petit carré jaune qui est là en cliquant dessus. Et du coup, quand je viens sur ma poignée, on voit que l'icône de ma souris change. Et il prend celui qui se change avec, pour me montrer qu'il est bien sur le Select and Move. Hein, voilà, comme ceci. Et là, du coup, je sais que je peux commencer à changer la position de mon poignet. On peut voir en temps réel l'effet que ça a sur mon tracé. D'accord? Donc je peux raccourcir ici les tangentes, les étirer, les déplacer. Bref, on peut s'amuser avec. Ce sera à vous de voir comment vous allez modifier votre élément. Donc, il faut bien se mettre dessus hein, pour pouvoir changer les choses. Je peux venir ici aussi, changer et ajuster, déplacer mon vertex. Venir ici, changer la façon dont ça apparaît. Et là, on se rend compte que lui, par contre, il n'a pas de tangente. Donc lui, il a une tangente, il a une tangente, il a une tangente, et lui, il n'a pas de tangente. Alors, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous explique que là, en ce moment, on est en mode sous-objet. Ça veut dire que line, c'est un objet pour 3D Studio Max. Quand je vais sur Vertex, segment ou spline, je suis en train d'éditer les éléments qui le composent, donc je suis en sous-objet, je suis à un niveau inférieur. Et à cause de ça, je ne peux pas sélectionner les autres éléments parce que pour lui, il sait que je ne peux pas éditer les sous-objets des autres éléments puisque je me trouve déjà dans un sous-niveau pour cet élément-là. Bon, ça veut dire que si je veux si je veux sélectionner ici les autres éléments, je suis obligé de sortir du mode vertex en cliquant là-dessus. Et là, je peux sélectionner les autres éléments. D'accord? Donc, si je viens ici, je peux aussi, plutôt que de cliquer sur vertex, je peux cliquer aussi sur line pour lui dire, ok, maintenant je vais repasser au niveau supérieur pour revenir en mode objet. Okay, donc, je reviens ici, je reviens sur vertex, et on avait vu que ici on a des vertex, on a des tangentes, et sur ce point, il n'y a pas de tangente. En fait, dans 3D Studio Max, si je fais un clic droit après avoir sélectionné un vertex, eh bien, j'ai ce qu'on appelle un quad menu, qui sont rangés par catégorie, tout 1, tout 2, display, transform. Donc là, on voit que dans cette première partie, je peux accéder aux sous-éléments, vertex, segment et spline, donc je peux les sélectionner. On voit qu'on a un tic ici pour dire que on est vraiment en sous-objet vertex. Le top level correspond à l'objet lui-même, hein, donc là, on sera en mode objet. Vous voyez que je peux aussi sortir du mode objet de cette façon. Clic droit, je peux lui demander de prendre les vertex si je veux, donc c'est une autre façon d'accéder aux sous-éléments. Je vais vous montrer aussi une autre façon encore de le faire, c'est en allant sur sélection ici, on a des petites icônes qui nous permettent de pouvoir passer d'un sous-objet à un autre en cliquant sur les différentes icônes ici. Mais pour revenir ici sur les vertex, si je fais un clic droit, je vois que j'ai ici que je suis en mode corner. Si je me mets en mode Bézier corner, je vois que j'ai une tangente qui apparaît, puisque finalement ici, je n'ai pas besoin d'en avoir deux. Si je me mets en mode plan ici, je vois que je peux changer ici la position de ma tangente. Donc ça veut dire que si je viens ici, clic droit, peut-être que si je me mets sur corner, je n'aurai plus de Bézier corner. On va vérifier ça. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on n'a plus de tangente, on a simplement un point, donc c'est un sommet, on appelle ça un sommet, qui fait son apparition. Rien ne m'empêche de prendre tous ces éléments-là, d'accord, de faire un clic droit sur l'un des vertex ici présents, et de choisir corner. Et vous avez vu que Max va interpréter chaque vertex les uns après les autres pour les mettre en mode corner. Donc maintenant ici, on n'a plus besoin ici d'avoir de tangente. Vous montrez que tous mes points sont en surbrillance rouge, hein, pour indiquer qu'ils sont sélectionnés. Si je fais un clic droit, je peux lui demander aussi de se mettre en mode Bézier. Et quand je fais ça, il va me mettre des courbes, des tangentes que je peux venir ici sélectionner pour
modifier mes tangentes comme il faut. Pareil, toujours clic droit, je retourne en mode corner, clic droit, et je vais choisir maintenant Smooth. Vous voyez que là, on n'a plus de tangente, mais on a quand même des courbes. C'est une autre opération mathématique qui nous permet justement de pouvoir créer une interpolation en fonction de la position de mes points. Donc 1, 2, 3 points, il va essayer de trouver la meilleure interpolation pour créer une courbe qui soit la plus jolie possible. D'accord? Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez ce qui vous convient le mieux. Ce qui est utile, ce qui est pas mal avec cet outil, c'est que une fois que j'ai fait ça, je peux prendre tous mes points, faire un clic droit et faire un bézier. Et là, il va automatiquement me mettre des tangentes qui correspondent à ce tracé. Clic droit, je reviens sur corner, clic droit encore, et je vais aller sur bézier corner. Cette fois-ci, on voit qu'on a des tangentes, mais qui sont cassées. Ça veut dire que je peux venir ici et éditer chaque tangente. Alors, attention, chaque tangente comme ceci. D'accord? Je peux venir ici, faire un truc comme ça, venir là, faire un truc comme ça, et puis arrondir la forme. Vous voyez un petit peu l'idée. On dirait une tête de chien si on veut. D'accord? Un début de tête de chien avec l'œil ici, l'oreille ici, enfin bref. Donc voilà, donc l'idée ce serait d'avoir cette forme. Et si je prends tout ça, je fais un clic droit, je peux revenir en mode bézier. Mais attention, quand je fais ça, eh bien on a maintenant des béziers qui peuvent être plus ou moins grands, plus ou moins petits. Alors attendez, je vais revenir ici en mode bézier corner parce que là j'ai quelque chose à vous montrer qui est quand même pas mal. C'est que quand je suis en mode bézier corner, rien ne m'empêche de venir ici accentuer ici un angle pour que ce soit plus ou moins petit et bien prononcé. Et si je fais un clic droit et que je retourne en mode bézier ici, on voit qu'il va me conserver ici le fait que j'ai diminué cette tangente, que j'ai raccourci la longueur de cette tangente. Et quand on est en mode bézier, si je bouge ici ce côté-là, forcément celui-là il va bouger puisqu'on est en mode bézier, on n'est pas en mode bézier corner. Et peut-être que j'ai envie que les éléments, que les deux tangentes aient la même longueur. Dans ce cas-là, il faut que je fasse un clic droit et que je fasse un reset tangent. Et là, forcément, il va se remettre à jour. Alors, je ne pourrais pas alors, je vais faire un CTRL Z et je vais uniquement sélectionner ce point-là, clic droit, et je vais faire un reset tangent. Et c'est uniquement que sur cette partie-là qui va se mettre à jour. Ok? Donc là, je pense qu'on a fait le tour pour... Ah oui, donc, très très important, je ne vous ai pas montré ça en fait. Si je viens ici et que je fais un clic droit et que je fais corner, on a vu qu'on peut bouger ici un point. Mais si je prends l'outil de rotation, ça ne sert à rien de l'utiliser ici. Pareil pour l'outil de mise à l'échelle, ça n'a strictement aucun sens. Mais si je fais un clic droit et que je me mets en mode bézier par exemple, d'accord, on va prendre l'outil de translation ici, le Move Tool, et que maintenant, alors que ce point est en mode bézier, eh bien vous verrez que si je vais sur un axe ici, on voit que ça a une influence sur la courbe au niveau des tangentes, parce que j'ai des tangentes. Donc si la rotation marche, peut-être que l'outil mise à l'échelle fonctionne, et on regarde si ça fonctionne pas. Donc je vais ici sur ce plan, et on voit que ça peut fonctionner. Je peux le faire sur un plan aussi, si je veux. D'accord, mais c'est à préparer. Donc je peux avoir une courbe un peu plus pointue ou un peu plus large. Okay. Donc là, on a vu la façon de travailler avec les vertex dans 3D Studio Max au niveau des tracés. On va maintenant voir comment ça se passe avec les segments. Les segments, c'est assez simple. Hein. Je peux sélectionner donc un segment se trouve toujours entre deux points. Et les segments, là on est sur l'outil de mise à l'échelle. On peut voir que je peux, comme ceci, augmenter la courbe de mon segment. Ou je peux prendre l'outil de rotation, faire une rotation, et pareil pour la translation avec l'outil Select and Move. Enfin, il ne reste plus qu'à voir la spline. Donc la spline, quand je clique dessus, c'est l'ensemble de mon tracé qui est sélectionné. Alors si je veux, je peux appuyer sur Shift et dupliquer cet élément et revenir sur Line pour passer en mode objet, et là on se rend compte que cet élément est constitué de deux splines.
Mais maintenant, on n'a qu'un seul et même élément en tant qu'objet. D'accord? Donc les splines correspondent forcément à l'ensemble du tracé qui a été créé ici. Je peux revenir ici, prendre ce spline et je peux la supprimer. Donc je reviens ici sur Line et maintenant je pense qu'on a fait le tour. Je peux prendre tous ces éléments et alors je vais garder un seul élément. Je vais garder celui-là et je vais supprimer tous ces éléments ici et lui je peux le prendre et le positionner ici. D'accord? Donc on va aller maintenant sur... Ah oui, donc il faut quand même que je vous montre quelque chose, c'est la navigation au sein du panneau de commande. Parce que on est venu ici, on a vu qu'on pouvait aller dans sélection pour, par exemple, avoir accès ici à ces icônes pour entrer en mode sous-objet. Mais on n'a pas vraiment vu comment fonctionne la navigation au sein du panneau de commande. Parce que c'est quand même assez particulier. Déjà, il faut savoir que, bien évidemment, vous avez des flèches, vous pouvez fermer ou ouvrir ce menu déroulant, et ce menu déroulant s'appelle un Rollout dans 3D Studio Max. Donc, ces Rollout, en fait, ils ont des petits poignets ici qui me permettent de pouvoir les sélectionner. Par exemple, je peux prendre ici le poignet pour la géométrie, clic gauche, et je peux déplacer ici l'ordre de mes Rollouts comme bon me semble. Je peux aussi venir demander, en faisant un clic droit, d'ouvrir d'ouvrir uniquement que la géométrie. Clic droit, je peux lui dire ferme-moi la géométrie. Clic droit ici, je peux lui dire ouvre-moi tous les rollouts qui sont présents ici, excusez-moi, open all, et je peux avec le bouton du milieu de la souris naviguer comme ça en haut ou bien en bas. D'accord, donc je tourne le bouton du milieu de ma souris pour naviguer dans ces différents rollouts. J'ai la possibilité, alors qu'ils sont tous ouverts, de venir ici au niveau du panneau de commande. Hein. Donc là, je vois que la curseur de ma souris change pour étirer un petit peu tout ça sur les côtés. Et quand je fais ça, là, j'ai une vue d'ensemble de mes rollouts. D'accord, je peux encore tirer. Je crois qu'on peut avoir autant de panneaux que l'on veut, parce que des fois, on peut avoir énormément de rollouts en fonction de l'élément qui est sélectionné. Et ça peut être utile quand on a deux fenêtres, d'avoir une fenêtre où il y a tous les paramètres qui sont affichés simultanément, et de l'autre côté uniquement que la scène soit libre. Dans ce cas-là, c'est très pratique de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis si je peux tout ouvrir en une seule fois, je cherche un espace vide ici, il n'y a pas de bouton, je fais un clic droit, et je peux faire un close preuve. Si je veux revenir à l'organisation par défaut, je fais un clic droit, et je fais un reset rollout order. Donc voilà, là c'était pour la navigation. Tout ce que je vous ai montré ici est vrai pour tous les rollouts qui seront présents ici dans ce panneau de commande. D'accord? Je vais mettre ça un peu comme ça. Voilà. Donc, on a vu quand même pas mal de choses jusqu'à présent. Il est temps de voir autre chose. Donc, je vais supprimer cet élément ici. Et je vais vous montrer que là, on était sur l'outil Line, qui est un outil assez particulier. On va aller ici sur Cycle. Je vais créer ici un cercle. Et je vais vous montrer que, donc là, on est sous les paramètres. Hein, je peux changer alors qu'il est sélectionné. Je peux toujours changer ici. C'est son paramètre de radius ici. Mais si je viens sur Select and Move, ça aura pour effet de sortir du mode de création du cercle et du coup, j'aurai plus mes valeurs ici dans la catégorie Create. Donc, pour ça, on sait qu'il faut venir maintenant dans Modify. Et là, je retrouve ici les paramètres, mon paramètre radius. Et vous noterez que, alors qu'on a ici un tracé, on n'a pas les mêmes rollouts que pour les tracés qu'on a fait avec l'outil ligne. Donc, comment faire pour y avoir accès? Eh bien, l'une des solutions consiste à venir ici sur Modifier List, de cliquer dessus. Et là, vous allez avoir une pile de modificateurs qui vont nous permettre de pouvoir modifier l'apparence de notre élément. C'est un petit peu comme les effets dans Photoshop. Hein. Il faut le voir comme ça, en fait, si on devait faire une analogie. C'est un petit peu des différents effets, c'est des plugins qui nous permettent de pouvoir ajouter des fonctionnalités qui pourraient nous apporter des outils supplémentaires pour changer la forme de notre élément. En l'occurrence ici, je vais prendre un Edit Spline, et avec l'Edit Spline, je vois que j'ai ces rollouts qui apparaissent. Mais on a toujours le même souci,
On n'a pas, enfin, on a un souci ici, on n'a pas les mêmes rollouts qu'on avait avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont partagés cette fois-ci entre le edit spline et le cycle. Avant, on avait le rendering. Quand je viens ici, on n'a plus le rendering parce qu'il se trouve déjà ici dans cycle. Et ça me permet quand même, quand je viens ici, de pouvoir venir sur les vertex, de pouvoir déplacer ici un vertex comme ceci, de revenir dans cycle. Donc là, il me dit, attention, tu es en train de, tu as fait une modification ici, et là, tu reviens sur le cercle. Est-ce que tu es sûr? Parce que ça va te remettre l'affichage du cercle. Je vais dire oui. Et donc oui. Et donc, il me remet l'affichage du cercle par défaut. Vous avez vu hein, que j'ai cliqué vite fait sur un petit bouton. C'est pas anodin parce que ce petit bouton, il est très très important quand on fait de la modélisation. Il s'appelle le Show End Result. Et donc le Show End Result permet de montrer le résultat final de tous ces éléments en une seule fois. Ça veut dire que si jamais je l'active ici, on peut voir que parce que j'ai mis ça et que j'ai bougé ici ce vertex, il va me changer, il va me montrer le résultat final, mais comme je suis sur cercle ici, il va quand même rester sur les paramètres du cercle. Ça veut dire que si jamais je viens ici, je peux toujours continuer à changer le paramètre de mon cercle et ça me permet de faire un petit peu ce qu'on appelle de la modélisation procédurale. Donc, ici, toute une procédure pour bien prendre en compte le fait que là, on est sur le cercle, mais qu'on lui a rajouté un modificateur qui s'appelle Editable Spline, qui permet justement de pouvoir faire ce genre de choses. Alors lui, c'est pas le Editable Spline, c'est le Edit Spline. Très important, d'accord? Il y a une différence entre les deux. Et cette différence, on va la voir tout de suite. Donc là, on peut dire que voilà, c'est bon, cette forme, elle est comme je voulais qu'elle soit. Donc maintenant, je vais passer au mode Editable Spline. Si je vais ici dans le Modifier List, eh bien, je vois que je ne peux pas trouver ici le Editable Spline, il n'existe pas. Alors, je vais cliquer ici, et bien évidemment, je peux activer ou désactiver cet outil comme bon me semble. Pour l'instant, je vais le désactiver, je vais venir ici. On voit que ici, il m'affiche des petits points pour me signifier que je suis resté toujours avec cet outil activé. Alors des fois ça peut être intéressant et des fois ça peut ne pas être intéressant de l'avoir activé. C'est surtout intéressant quand on veut faire de la modélisation procédurale. Pour dire ok, le prochain outil que je vais mettre ici va être basé uniquement que sur les vertex que j'aurai sélectionnés. Dans ce cas présent, on n'en a pas besoin et je vous conseille d'ailleurs de ne pas laisser de sous-objets sélectionnés dans vos éléments. Donc on sait qu'on a la possibilité de venir ici, de laisser une sélection courir comme ça dans un objet. Donc là, on ne va pas le faire. On va cliquer ici. Et je vais faire un clic droit ici. Ça m'ouvre un menu contextuel. Et dans ce menu, j'ai la possibilité de faire un collapse all. Un collapse all, ça va me permettre, en fait, si je fais yes, de transformer mon outil en un objet à part entière. Et donc là, on voit que de Edit Spline, on est passé à Editable Spline, comme pour les tracés qu'on avait avant. Et si je fais un clic droit ici, je fais un Close All, on retrouve exactement les mêmes rollouts qu'on avait pour les tracés. Donc ça veut dire que pour 3D Studio Max, cet objet est considéré maintenant comme un objet à part entière avec ses propres paramètres. Okay, donc pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises, si je viens ici, hop, et que je fais un clic droit Editable Spline, on aura la même chose, hein, c'est la même chose que pour les lines. Okay, on va faire Editable Spline, il ne veut pas parce que ici c'est la même chose. Okay. Bon, donc on a créé tout ça, on va supprimer. Et il me reste à vous montrer les textes dans 3D Studio Max. Donc on va venir ici, on va avoir texte, qui se trouve aussi dans les tracés. Et pour créer un texte, il faut plutôt cliquer sur le petit bouton texte et on clique une fois dans la vue. Et une fois que c'est fait, alors que mon objet est toujours sélectionné, je peux venir ici et je peux par exemple changer le texte. Donc je vais être très original, je vais taper 3D Studio Max, hein, voilà, comme ceci.
et je vais sélectionner mon élément. Donc là, ça y est, je l'ai perdu. Je peux aller dans Modify pour retrouver un petit peu tout ce que j'ai vu ici. Alors, il y a notre exceptionnel ici, hein, ça veut dire que je peux changer ici la police si je veux en fonction des éléments qui sont installés dans mon programme. Hein. On va rester sur de l'Arial parce que l'Arial c'est bien. On va prendre de l'Arial. Alors je sais pas pourquoi j'en ai autant ici, c'est souvent un petit bug. J'en ai beaucoup. Donc, on va rester ici sur de l'Arial. Hop. Voilà. Je vais prendre de l'Arial gras. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici on n'a pas de petite flèche, donc ça veut dire que les paramètres sont très très limités. On peut changer ici la taille, on peut changer l'espace entre les lettres, et puis différentes choses si jamais on avait beaucoup de texte ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de valeurs supplémentaires par rapport à l'outil Line qu'on avait avant. Okay. Là où ça peut être intéressant, et là on peut commencer à vraiment créer des éléments en 3D, surtout dans le cadre du texte, c'est qu'on peut venir ici dans le modifier list et aller sur un modificateur qui s'appelle extrude. Quand je fais ça, alors pour l'instant ici on voit pas grand chose parce que je suis en mode affichage wireframe, et si je clique sur wireframe, je peux choisir default shading. Et quand je fais ça, donc, on va le supprimer. Alors, je vous montrerai comment on fait pour supprimer un modificateur. On le sélectionne et ici, on a une petite corbeille. On clique dessus et la corbeille disparaît. Donc, je vais reprendre ce modificateur extrude. Voilà. Et là, on voit que effectivement, il nous remplit notre objet. Alors, je vais appuyer sur P. Là, on est en vue de top. Je vais appuyer sur P pour passer dans la vue de perspective. Et je vais dézoomer avec le bouton du milieu de ma souris. Et Alt, bouton du milieu pour tourner autour de mon objet. Et je vais appuyer sur G pour enlever la grille ici. Donc là, on voit qu'on a un 3D Studio Max qui a été créé ici. Et on a les différents paramètres de cet outil. Alors, on voit que sur l'extrude, on a la possibilité de donner une valeur pour dire de combien notre extrude doit être. Donc, si je la montre, si je change cette valeur un tout petit peu, on voit que je peux faire une opération d'extrusion pour demander à ce que de mon tracé de mon texte de base, eh bien, que je puisse obtenir donc une version en 3D de mon texte. Ce qui est intéressant, c'est que on a vu que je peux venir ici sur le texte. Alors, comme je n'ai pas activé ici, il retourne à la valeur par défaut, mais je peux activer ici le show end result. Et rien ne m'empêche d'aller sur les paramètres du texte et de changer ça en 3ds.max, qui est une autre façon d'appeler ce logiciel. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la partie texte, c'était rien de très exceptionnel. Il y a d'autres choses qu'il faut savoir, mais ça c'est un peu plus avancé, on le verra après, mais au moins vous savez comment passer du texte en 3D dans 3D Studio Max. Donc je vais prendre tout ça et je vais je vais supprimer cet élément. Donc il me reste encore une dernière chose à vous montrer vraiment avant d'aller plus loin, parce que c'est quand même important de savoir ce genre de choses. Je vais venir ici sur la vue de top. Je vais aller sur Create, on va rester sur Shift Spline, on va prendre ici une ligne, on va créer donc une ligne, clic droit pour dire que ok, on a tracé notre ligne. On va aller sur Modify et je vais vous montrer que quand on va ici sur les vertex, on a la possibilité, hein, si je viens ici sur la vue de perspective, que je peux la maximiser par exemple, Alt bouton du milieu pour repositionner ma caméra comme il faut. Bien, j'ai la possibilité de sélectionner ici un vertex et d'appuyer sur supprime pour supprimer ce vertex. D'accord? Ensuite, j'ai la possibilité de, en me rendant sur le Roll Art Géométrie, de chercher, alors que je suis sur vertex, un bouton qui s'appelle, dès que je le trouve, qui s'appelle Refine. Donc le Refine permet
d'ajouter des vertex sur notre tracé, et vous noterez que le tracé ne change pas et que j'ai la possibilité d'ajouter donc autant de vertex que je veux sur un tracé déjà existant. Bien évidemment, comme il a détecté ici que ce point-là avait un Bézier corner ou un Bézier, je ne sais plus, un clic droit, donc un mode Bézier, lui, un corner, il a décidé, en fonction aussi de la courbure de notre élément ici, de donner d'affecter à notre point une propriété de Bézier corner ici. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on a la possibilité, comme tout à l'heure on avait vu, de faire la sélection d'une spline. Je peux appuyer sur Shift pour la dupliquer, cette spline. Voilà, donc là on sait que notre élément dorénavant est constitué de 2 splines. Et bien j'ai la possibilité à tout moment de venir ici, de sélectionner une spline et toujours dans géométrie, de faire ce qu'on appelle un détache. Et là il me demande est-ce que je suis sûr que je veux détacher mon objet, je peux le renommer si je veux. Alors, je vais faire cancel, je vais juste vous montrer que par défaut on n'avait qu'une seule ligne ici, et que si jamais je fais, je ferme ça avant, si jamais je fais un détache, ça va s'appeler shape 001, là on avait ligne 001, dès que je fais ça, il sort de la sélection sous objet de mon élément ici. Donc, si je reviens ici sur line, et que je clique dessus ici, là on voit qu'on a maintenant un nouvel objet qui va partager le même point de pivot, enfin, il ne va pas le partager, mais le point de pivot sera situé au même endroit que cet élément. D'accord? Donc là, j'aurai deux éléments distincts. Bon, maintenant, ils n'ont plus la même position, mais j'aurai deux éléments distincts. Alors, ensuite, vous avez vu ici, j'avais mon outil ici qui est activé, qui s'appelle le Snap Toggle. Et le Snap Toggle, il peut être très très important. Donc, si je me mets en vue de top ici, il peut être très important parce que c'est un outil qui permet de pouvoir déplacer, contraindre le déplacement d'éléments par rapport à certaines options, comme par exemple la grille. Par exemple, je peux dire que mes vertex vont s'accrocher à chaque point de ma grille. Par exemple, si je vais ici sur le vertex et que je clique sur grid, alors je vous rends mon train, je fais un clear all ici. Comment ça fonctionne? Donc j'active ici cet outil, je fais un clic droit, je fais un clear all pour être sûr qu'il y a aucune option qui est activée ici, et je peux choisir ici grid points pour lui dire que maintenant tous mes vertex, tout ce que je vais faire comme action de translation va être contraint de se positionner sur un des points de ma grille. Et on voit d'ailleurs que la souris, que le curseur de la souris change pour m'indiquer que je suis en train de passer au niveau d'un des points de ma grille quand je déplace ma souris. Donc je peux fermer cette fenêtre, je suis en mode sous-objet avec l'outil Select and Move qui est activé. Et donc comment ça fonctionne? Je viens sur mon point de ma souris ici et on voit que je peux positionner comme ceci les éléments de mon tracé de façon à ce que, alors ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, hein, je vais tout sélectionner ici, je vais faire un clic droit et je vais tout passer en clic droit et je vais tout passer en mode corner. Voilà, comme ça va être beaucoup plus simple pour sélectionner les éléments. Hop, uniquement que celui-là. Il va être ici, lui. Il va être ici. Puis ici. Donc, vous voyez hein, comment c'est facile pour moi de prendre mes éléments et de les placer au bon endroit à chaque fois. Lui, je peux le mettre là. Lui, je peux le mettre. Alors, si jamais ça marche pas bien, vous prenez bien le temps de vous mettre dessus et de positionner vos éléments au bon endroit, comme c'est le cas. Voilà. Donc, il va venir se snapper tout seul au bon endroit. Donc, vous avez vu comment en quelques secondes j'ai pu créer cet élément assez facilement. Je vais désactiver cet outil parce que ça peut être très vite stressant hein, si jamais on le laisse tout le temps activé. Et ces deux points-là, je peux les prendre et les supprimer. Autre chose que je vais vous montrer aussi, qui est assez intéressant quand on travaille avec des curves, des tracés dans 3D Studio Max, c'est que par exemple ici, je peux
faire un filet. Et le filet, pour ça, il faut que je sélectionne un endroit où il y a des angles, hein, où il y a des sommets. Et je peux, après avoir sélectionné donc ici ces deux vertex, lui demander de me faire un filet. Vous avez vu, hein, ça c'est assez sympa comme opération. Donc il a divisé les deux, il m'a fait quelque chose d'assez sympa. Et je vais aussi vous montrer autre chose. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer qu'on a la possibilité, par exemple, si je crée un nouveau tracé, donc alors que mon objet est toujours activé ici, je peux aller sur Vertex et je peux créer donc une nouvelle ligne. Donc, je vais aller ici activer cet objet et je vais créer cet élément comme ceci. Oups, voilà. Okay. Donc j'ai fait un clic droit pour sortir. Donc le Create Line permet de créer des lignes dans, quand on est en mode sous-objet. Je vais sortir de là, je vais faire, oups, alors, je vais faire CTRL-Z, clic droit plutôt, j'ai fait un clic droit et pas fait un CTRL-Z, et je vais sortir du mode Create Line en cliquant ici. Et là, je vais sélectionner mes points, et comme d'habitude, je vais mettre tout ça en corner. L'idée pour moi ici est de vous montrer que j'ai envie de fusionner ces deux points-là. Donc là, bien évidemment, on sait que notre objet est constitué de ces deux splines. Hein. Ces deux ici, on a une spline ici et on a une spline ici. Mais si j'ai envie que, que cette ligne soit avec celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux, comment je peux faire? Eh bien, je peux sélectionner ici mes deux, alors je me mets en mode vertex, je prends ici mes deux vertex, et je vais chercher, toujours dans géométrie, je vais chercher un bouton qui s'appelle Weld. Le Weld permet de fusionner les deux points en un seul. Donc, si je fais Weld ici, on voit que ça ne marche pas, c'est marqué ici No Vertices, parce qu'il a marqué No Vertices Weld Threshold. Ça veut dire que la valeur ici n'est pas assez grande. Il faut imaginer que pour chaque vertex ici, il fait un cercle d'un radius de 0,1. Donc il va falloir qu'on agrandisse le cercle ici pour que pour chaque cercle, en fait, ce cercle-là, son radius englobe ce point-là, en fait. D'accord? Donc malheureusement, on n'a pas d'outil pour visualiser ce que ça donne. Donc on va essayer avec 25 pour voir ce que ça donne. Et hop, automatiquement, il a trouvé une bonne valeur. Donc ça devait se mettre quelque chose de vraiment grand ici. Et on voit qu'il a essayé de nous mettre les éléments comme il faut. Je vais faire un clic droit, je vais mettre un baiser corner ici, un corner ici, et on voit que voilà, il a essayé de trouver la meilleure interpolation entre les deux. Et maintenant, on n'a plus qu'une seule et même spline pour notre élément. D'accord? Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Et la dernière chose que je vais vous montrer, parce que le reste, sinon on va passer beaucoup de temps là-dessus, il faut quand même qu'on fasse un petit peu de modélisation, c'est que je peux créer ici un objet ici. Voilà. Et donc on est bien d'accord que là, on a deux objets totalement séparés. Donc, on va ici, on va supprimer, ça sert à rien. Et je peux sélectionner ici mon objet, aller sur Attache et lui demander d'attacher cet élément à mon objet. Et c'est une autre façon, bon, je clique sur Attache pour sortir de ce mode-là, c'est une autre façon de pouvoir dire que l'objet est constitué ici de deux éléments. Ok? Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. On va supprimer tout ça et on va passer aux choses sérieuses. Donc maintenant, on va créer un mug. Et puis si on a le temps, on va créer des assiettes, des bouteilles, ce genre de choses, à partir de tracés. Donc c'est traditionnellement ce que l'on fait hein, quand on commence à faire des tracés dans un logiciel de 3D. Donc pour ce faire, je vais venir dans ma vue de front ici, et je vais aller sur Line. Je vais activer ici le Snap Toggle, clic droit pour ouvrir cette fenêtre et m'assurer que je suis bien en mode Grid Points. Donc ça c'est bon, c'est vérifié. Je vais maximiser cette vue puisqu'elle a été activée. Et je vais faire attention, ici vous voyez qu'on a une ligne foncée au niveau de la grille pour montrer que sur l'axe des Y et l'axe des X, donc abscisse et ordonnée, on a ici une ligne foncée
qui représente le centre de mon univers, en fait. Et l'idée, c'est que je vais partir de ce point-là, en fait. Et je vais faire un clic gauche, ici, un clic gauche ici, un comme ça, et je vais finir exactement au milieu de ma ligne, et je vais faire un clic droit. D'accord? Donc, j'ai créé cette forme-là. Alors, je peux sélectionner maintenant mon outil Select and Move, et sortir du mode Snap to Gun. Alors, j'ai un souci ici, c'est que le point de pivot de mon objet se situe à ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour la suite des événements. Il va falloir que je déplace mon point de pivot et que je le mette au centre ici, sur cette ligne ici des ordonnées. Et pour faire ça, je vais aller sur un troisième onglet ici qui s'appelle Hiérarchie. Je vais cliquer là-dessus alors que mon objet est toujours sélectionné. Et dans Adjust Pivot, je vais cliquer sur Affect Pivot Only. Et quand je fais ça, vous voyez qu'on a une espèce de petite armature qui se met au niveau de l'axis qui m'indique que maintenant je suis entré en mode édition du point de pivot. Je vais réactiver l'outil Snap Toggle ici et je vais, avec l'outil Select and Move, aller sur le plan ici et positionner mon point de pivot ici à la base. Et une fois que c'est fait, je vais sortir du mode Affect Pivot Only. Et on peut se rendre compte, donc je désactive aussi cet outil, on se rend compte que maintenant le point de pivot est situé au bon endroit. Parce que j'ai créé aussi mon tracé avec le Snap Toggle, je sais que le point du début et le point de fin sont parfaitement alignés ici avec cette ligne des ordonnées. C'est très important de respecter cette étape parce que sinon vous n'allez pas avoir le même résultat que moi. Je vous rappelle que ici, on va faire la modélisation de mug. Et vous avez vu que j'ai créé ce qu'on appelle un profil de mon mug. Donc c'est une tranche de mon mug. J'estime que mon mug aura à peu près cette tranche-là en fait. Et je vais appliquer un modificateur qui va permettre de faire une révolution autour de l'axe Y. Donc ça va dupliquer cette forme-là autour de l'axe Y. Ça va tourner autour de l'axe Y pour constituer un objet en 3 dimensions. Donc je vais cliquer sur Maximize de Portugal. On va passer en vue de perspective et je vais maximiser maintenant cette vue. Donc l'idée c'est que donc, avec le bouton du milieu de la souris, je dézoome un tout petit peu. Alt, bouton du milieu, je peux tourner autour. Je vais maintenant passer sur Modify et je vais directement aller chercher le modificateur qui me permet de faire cette révolution. Il s'appelle LATHE, L-A-T-H-E. C'est celui-ci. Je clique dessus et une fois que c'est fait, il me fait cette fameuse révolution. Alors là, on voit que j'ai un petit souci de normal, mais dans les paramètres de mon modificateur ici, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un flip normal. Et le flip normal, c'est pour dire à la caméra qui est en train de filmer cet objet en ce moment, de faire en sorte que les normales soient en direction de la caméra. Je vous expliquerai tout ça quand on va passer sur la modélisation polygonale. Pour l'instant, si vous avez la même chose que moi, sachez que vous pouvez cliquer sur Flip Normal. J'ai aussi un autre souci aussi ici, donc si vous avez le même problème que moi, vous avez le Weld Core. En fait, c'est dû au fait que toutes les phases qui ont été créées, certaines sont superposées. Et donc si je fais un Weld Core, ça aura pour effet de les fusionner et de m'enlever cet artefact bizarre qui existait au niveau de mon objet. Donc vous avez vu qu'à partir de tracés et d'un modificateur, je peux modéliser un objet en 3D. Bien évidemment, je peux lui demander d'avoir plus de segments. Alors si je vais sur Default Shading ici, je peux aller sur Edge Faces, et là je peux voir les segments qui composent mon objet. Et donc on voit qu'on a des formes qui sont assez cubiques ici, hein, elles sont assez prononcées. Et je peux au niveau des segments lui demander de m'en mettre beaucoup plus, de façon à ce qu'on ne sont plus ces différents segments qui composent notre objet. D'accord? Alors là, on a dit qu'on devait modéliser un mug. Pour l'instant, on est encore très loin du résultat. Mais ce qui est intéressant quand même de savoir ici, c'est que si je retourne sur l'outil Line, eh bien, je peux voir mon tracé d'origine et je peux activer, je vous rappelle, le Show End Result. Donc, avec le Show End Result, je peux accéder ici
au vertex. Alors là, on a du mal à voir, mais si on regarde bien, les vertex sont ici. Et je suis en mode, si je vais sur un vertex ici, clic droit, je suis en mode corner partout. Donc je peux prendre ici ces deux vertex là. Alors je peux passer aussi en mode wireframe si je veux, pour mieux voir un petit peu tout ce qui se passe. Vous voyez, hein, ici j'ai mon objet qui a été créé, qui respecte bien le profil que j'ai créé ici. Et là, j'ai sélectionné les deux vertex du haut. Je peux désactiver ça à tout moment. Hein. J'ai pris ces deux vertex-là, en fait. D'accord. Je réaffiche mon show end result. Et je vais revenir ici sur le default shading. Alors, je peux appuyer sur F3 pour switcher entre le wireframe et le edge faces si je veux. Et F4 me permet d'afficher ou pas les edges, d'accord. F3 pour passer du mode plein au mode wireframe, et F4 quand le mode est plein pour afficher ou pas les edges, d'accord. Donc ensuite, je vais aller sur l'axe Z et je vais remonter un tout petit peu mon élément comme ceci. Donc F3, je vais prendre en vue de top. Si j'enlève le show end result, j'ai pris cet élément-là, celui-là et celui-là. Donc show end result. Voilà, merci. F3, F4. Et l'idée, c'est que c'est un petit peu trop petit ici, donc je vais agrandir un tout petit peu. Donc, vous voyez qu'en temps réel, je peux arranger les choses. Je prends maintenant ces deux boutons-là, ces deux vertex-là, et je vais monter un tout petit peu cet élément, peut-être pas autant. Et je peux estimer que ici, j'ai la base pour mon œil. Ok. Donc, je vais appuyer sur F pour passer en mode front, view, et je vais sortir du vertex ici, et je vais aller sur l'as. Ensuite, je vais aller sur line et je vais créer la lance de mon, mug, comme ceci. Hein. Donc, vous avez vu, c'est assez rapide. Je vais éditer la façon dont ça apparaît. Je vais aller sur vertex. Je vais faire en sorte que lui il rentre un tout petit peu dans mon objet, comme ceci, et lui aussi. D'accord. Lui, sur un plan, je peux ajuster la façon dont ça apparaît. Et ça va me permettre maintenant de vous montrer une dernière option que je ne vous avais pas montré au niveau des tracés dans 3D Studio Max, qui est vraiment sympa quand on travaille avec les tracés. C'est que on peut donner on peut construire une géométrie simplement à partir d'un tracé sans pour autant lui mettre un modificateur. C'est par défaut que ça existe et ça se trouve au niveau du rendering, parce que si je devais faire un rendu de mon objet, je devrais aller dans rendering et je devrais faire render ici. Donc il va rendre la vue active. Donc ça s'appelle un frame buffer. Donc là, on voit que pour cette frame, en fait, j'ai uniquement que la géométrie qui s'affiche, mais j'ai pas mon tracé qui s'affiche. D'accord? Parce que pour l'instant, mon tracé n'a aucune épaisseur. Mais si je vais ici dans le rendering, je vois que j'ai un enable in viewport. Et quand je fais ça, je vois que avant, je n'avais pas de géométrie sur mon tracé, j'avais que des segments. Et puis là, finalement, j'ai une géométrie qui a fait son apparition sur ce tracé. Si je fais Enable in Renderer, et bien ce tracé maintenant sera visible au niveau du rendu. Donc si je vais sur Rendering et je fais un nouveau rendu, on voit que maintenant mon tracé est visible au rendu. Alors il ne me reste plus qu'à paramétrer tout ça. On va voir un petit peu quels sont les paramètres qui sont définis ici. Je vois que je peux avoir un radial ou un rectangulaire. Et on voit que ça change du tout au tout. Hein. Je vous laisserai jouer avec les paramètres. Nous, on va rester sur du radial et je vais augmenter son thickness pour avoir quelque chose de beaucoup plus épais. D'accord? Donc il correspond un petit peu plus à notre cas de figure ici. J'appuie sur Alt, bouton du milieu, pour bien voir mon lance ici. Et là, on sent encore une fois les segments, donc ce n'est pas du tout joli. Et pour pouvoir justement faire en sorte qu'on ne voit pas ces segments, on va devoir lui donner plus de résolution. Et pour ça, on va aller dans Interpolation et on va jouer avec cette valeur de step ici, où on va aller tout doucement, excusez-moi, je savais comme un pourra, mais on va aller mettre des valeurs, on peut cliquer une fois aussi là-dessus, pour qu'on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus lisse.
D'accord? Et donc, du coup, je peux sortir d'ici, prendre tous ces éléments, et puis donner une seule et même couleur, comme ceci, par exemple. Voilà. Donc, si je viens ici, que je me mets en perspective, donc c'est déjà le cas, que je fais un rendu, on voit donc que j'ai créé un meuble. Ok? Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que maintenant, je peux prendre cet élément et je peux le dupliquer, comme ceci. Donc, voilà, ok. Je peux supprimer cette partie-là. Et rien ne m'empêche de venir ici sur Modify. Je peux laisser l'opérateur là tel qu'il est ici. Sortir de ce mode-là, du Show End Result. Et puis, je peux éditer ici la forme. Par exemple, je peux lui demander de venir sur les vertex. C'est pour ça que c'est important de savoir manipuler les éléments. Donc, je passe en vue de front, j'ai appuyé sur F pour ça. Donc, je vais prendre ces éléments-là, je vais mettre ça à ce niveau-là. Je vais prendre ces deux points-là et je vais les positionner comme ceci. Et vous avez compris que l'idée, c'est que je suis en train d'essayer de faire un plat, donc la forme d'un plat, tout simplement, assez simplement, pour mon élément ici, donc ici, qui sera un petit peu épais, donc je vais baisser un tout petit peu ça ici. Voilà, comme ceci. Et rien ne m'empêche de faire ici un baiser corner, d'aller sur un plan, oups, alors, CTRL Z, attention quand on manipule les éléments, et de donner une courbure à mes éléments, donc clique-toi baiser corner, ça me permet de garder ce côté-là intact, et de modifier celui-là, par exemple. Voilà, on va monter un tout petit peu ça ici, comme ceci, voilà. Ici, on a vu qu'on peut mettre un filet si on veut. Donc pour ça, il faut aller donc, dans géométrie. Hein. On cherche filet, on clique dessus et on active un tout petit peu cette valeur ici. On peut sortir de là maintenant. On peut faire de même ici. On va voir ce que ça va donner. Filet, on active et on agrandit un tout petit peu. Voilà. Ok, on peut sortir de là. Et on peut appuyer sur P. Donc on a cette ce profile et je peux maintenant aller sur l'AS pour voir ce que ça donne. Donc bon, ça ne ressemble pas vraiment à une assiette. Hein. Alors, je vais revenir ici. En tout cas, vous avez compris l'idée, hein, c'est que après on vient et on essaye de trouver le meilleur compromis possible pour créer quelque chose qui soit plus ou moins réaliste en termes de modélisation. Je vais mettre ça comme ça comme ça. Ah, je sais ce que je vais faire en fait. Je vais aller sur Refine, j'appuie sur F et je vais mettre deux points ici. Je vais passer en mode segment, puis je vais tourner ça comme ceci. Voilà, dans ce sens-là. Je vais aller sur ça. Vous voyez un petit peu l'idée, hein, ça va être une assiette un petit peu bizarre, mais ce sera quand même une assiette. D'accord? Peut-être que c'est un petit peu grand. Je vais aller sur Vertex, prendre ces points-là, les rapprocher un tout petit peu. À la limite, je vais prendre tout ça et je vais le rapprocher un tout petit peu comme ça. Peut-être que ces éléments, je peux les baisser un tout petit peu aussi. Et puis sur un plan, je vais ajuster les vertex. Hop, je vais avoir quelque chose d'un petit peu sympa. Alors ici un petit peu trop grand aussi. Voilà. Ici pas toi. Donc vous essayez de trouver les plus jolies courbes possibles. Hein. Voilà. Et donc maintenant, je peux essayer de voir ce que ça donne. Si je retourne dessus, j'appuie sur P. On regarde. J'ai peut-être pas besoin d'avoir autant de subdivisions. Je sais pas. Ah, je peux avoir quelque chose de plutôt stylisé. Car on va voir si je mets pas trop de segments. On peut avoir une assiette carrée si je veux. Voilà. Je peux dupliquer. Ok.
peux avoir une assiette plus ronde. Allez, on va faire une assiette plus ronde. Et voilà, vous avez compris un petit peu l'idée pour la modélisation à partir de Spline dans 3D Studio Max. Mais je vais vous montrer encore un dernier exemple et puis après on s'arrêtera là. Donc l'idée c'est que je vais vous montrer qu'on peut modéliser, qu'on peut se servir de la modélisation par primitive et de la modélisation par spline pour créer un objet un peu plus complexe et plus complet. Donc pour ça, je vais supprimer ces éléments. Donc ici, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais activer mon snap toggle. Je vous rappelle que normalement, je suis en mode click point ici. Je vais créer ici ce genre de choses, hein, un petit rectangle. Je vais aller sur rectangle, clic droit, editable spline. Ensuite, je vais aller sur segment. Je vais sortir du mode snap toggle. Sur segment, je vais prendre celui-là et je vais le supprimer. Je vais aller sur vertex, prendre ces deux éléments-là. D'accord. Je vais me mettre, alors je vais prendre tout ça et je vais me mettre, je sélectionne tous mes vertex, clic droit et je me mets en mode corner, c'est très important parce que voilà, je vais voir tout ça. Je vais aller sur géométrie et je vais faire un filet ici. Et je vais arrondir cette forme comme ceci. Donc là, je vais créer une chaise, hein, d'accord. Et ensuite, je vais sortir de ce mode-là. Et je vais passer en mode de vue perspective. J'appuie sur P. Voilà, comme ceci. Je peux déjà venir à ce niveau et lui demander au niveau du rendering de m'activer le Enable Viewport et le Enable eRenderer. Je vais rester en radial. Je vais donner un petit peu d'épaisseur à mon élément ici. Donc là, ça va être le pied de ma chaise. D'accord. Peut-être que je vais prendre les vertex ici. Je sais qu'ils sont à peu près à ce niveau-là. Et je vais les monter un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre la spline. Je vais la dupliquer. Alors, je vais la dupliquer en appuyant sur Shift. Comme ceci. Voilà, ça va être le pied de ma chaise. Hein, comme on va déjà sentir ce que ça va donner comme élément. Je peux aller sur segment. Sélectionner ici un segment. Appuyer sur Shift et dupliquer ici mon segment. Alors, je vais faire une rotation de mon segment et pour ça, juste à côté du Snap Toggle, on a un outil qui s'appelle le Angle Snap Toggle. Si je clique droit dessus, j'ai la possibilité de faire une rotation par palier de 5 degrés. C'est marqué ici Angle 5 degrees. Donc, du coup, je vais activer cet outil et je vais prendre l'outil de sélection. Et quand je vais faire une rotation, vous allez voir, donc ici, hein, observez bien ce qui se passe. Je vais faire une rotation à chaque fois de 5 degrés et ça me permet de faire une rotation de 90 degrés facilement. Si je devais le faire à la main, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc du coup, maintenant que c'est fait et que je suis toujours en mode segment, rien ne m'empêche de venir sur l'outil de mise à l'échelle pour faire ceci. Voilà. Et donc du coup, je peux positionner mon élément à ce niveau-là. Je peux appuyer sur, alors, je peux désactiver momentanément cet objet, appuyer sur T pour être en vue de top, enlever la grille ici, et puis m'assurer que mon élément soit bien positionné. Alors si jamais je vois que ça dépasse de trop, je peux venir sur Vertex, hop, je prends, ah oui, alors, très important, je vais prendre cet élément en segment, je vais le sortir d'ici, et puis je vais le mettre en corner, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'avoir de baiser corner ici. Donc du coup, alors que mes deux vertex sont sélectionnés, je peux placer mon élément sur un axe bien comme il faut. Et comme mon axe a été sélectionné ici, hein, j'ai plus besoin de le vérifier, je vais sur un vertex et je déplace mon objet au bon endroit. Voilà. Je peux prendre ce point maintenant. Donc il n'y a plus qu'un point qui est sélectionné. Hein, et je vais le positionner bien comme il faut au bon endroit. Donc on n'a pas besoin d'être aussi précis que je suis ici, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui soit bien construit. Hein. Donc je vais dupliquer en appuyant sur Shift. Donc, vous avez vu, hein, j'ai pris segment, j'ai sélectionné, j'ai dupliqué. J'appuie sur P.
Et là, on voit qu'on a notre armature pour notre chaise. D'accord? Donc ça veut dire que si maintenant je reviens ici et que je vais sur Enable in Viewport, il va retrouver les paramètres de base que j'avais mis pour l'épaisseur de mon tracé. Et voilà, j'ai ici créé les pieds de ma chaise. Alors maintenant, on va combiner ça avec des éléments en primitif. Par exemple, je peux venir prendre ici, on va aller sur géométrie et on va aller chercher cylindre, puis le top. Alors mon pied, il est situé ici, hein, c'est le rond qui est là. Donc, je vais venir à peu près au centre et je vais créer un cylindre comme ceci. Et je vais bouger très légèrement pour créer le paramètre de hauteur. Et je vais appuyer sur P pour voir ce que ça donne. On se trouve donc ici. Il n'a pas été bien placé, c'est pas grave. Je vais le mettre en noir ici en cliquant sur le petit carré de couleur. Et je vais essayer de le positionner à l'œil, hein, parce que voilà, c'est un petit peu ça aussi être un artiste. Hein. Hop, comme ceci. On va augmenter un tout petit peu son radius. Hop. Voilà. Et je vais augmenter son height. Et on n'a pas besoin d'avoir autant de subdivision ici au niveau de la hauteur. Donc du height segment, on va faire un clic droit ici pour mettre tout ça à 0. On regarde si l'échelle de valeur est à peu près correcte. Je pense que c'est bien, c'est même correct. Hein. Je vais juste augmenter encore un tout petit peu le radius. Hein. Voilà, on sent bien que on a ici des éléments. Shift, donc je sélectionne mon objet et j'appuie sur Shift. Je vais en faire une copie et je vais déplacer ça à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et j'essaie de le positionner du mieux que je peux. Voilà, avec le bouton du milieu, j'essaie de bien naviguer dans ma vue. Donc là, à peu près, c'est correct. Hein. OK. Et je peux prendre maintenant avec CTRL cet élément-là. Donc les deux éléments sont sélectionnés. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur Shift, aller sur un angle et essayer de positionner, donc je fais OK, de positionner mes éléments sur ce plan-là, X et Y. Donc maintenant, je peux me focaliser ici. Hop, voilà. Dès que je vois qu'il y a le curseur qui change, je peux faire un clic gauche et maintenant positionner mon élément bien comme il faut. D'accord? D'où l'importance de savoir manipuler et de savoir naviguer dans une boucle. Okay. Donc maintenant, c'est fait pour les pieds. On va s'occuper maintenant du dossier et du siège. On va faire une chaise qui sera design. Pour ça, je vais aller sur Box. Et à la limite, je vais aller plutôt, pas sur Box, mais on va aller sur, on va cliquer sur Standard Primitives. Et on va choisir Extended Primitives. D'accord? Et en vue de top, je vais choisir Chamfer Box. Et je vais créer, donc ça va être pour le bas, pour le siège. Et je vais faire à peu près quelque chose de similaire pour, comme ceci pour mon dossier. Et je vais donner une petite valeur pour le filet. Donc on voit qu'on a ici notre point de pivot qui nous montre qu'on a à peu près à part égale ici et ici. D'accord? Je vais appuyer sur P pour voir comment ça a créé mon objet. Donc, il est un petit peu hyper, on va arranger tout ça. Maintenant, on sait qu'il faut aller sur Modify ici. Hein, ça, on a compris qu'il fallait venir ici. Et au niveau de la hauteur, je vais baisser très légèrement mon objet, alors plutôt dans ce sens-là, voilà, comme ça, valeur positive. Je vais baisser ça tout petit peu comme ceci, voilà. Je vais, bon, c'est très bien comme ça. Je vais mettre des segments ici parce que j'aurais besoin de le déformer, cet élément. Et je ne peux pas le déformer s'il n'y a pas de segments. Donc ça va être au niveau du width, a priori, c'est ça. Pour l'instant, je laisse celui-là par défaut, je pourrais les arranger après. Et au niveau du filet ici, je vais faire quelque chose de beaucoup moins prononcé. On va laisser un tout petit peu encore, comme ceci. Est-ce que c'est bien? Oui, a priori, c'est bien. Et donc là, on a donc de quoi ça se passe.
Et on a ici un modificateur qui s'appelle Bend, qui permet de pouvoir courber des éléments par rapport à plusieurs valeurs. Donc, je sais que je vais courber à partir de 90 degrés. Pour l'instant, la déformation n'est pas géniale. C'est parce qu'il va falloir que je lui donne une direction, un angle peut-être, et une direction. On va essayer 90. Alors, pas 90. Je regarde comment je suis. En X peut-être, voilà, en X. Et voilà. Donc l'idée c'est que effectivement, pas la peine de lui donner une direction. J'ai simplement changé l'axe et je vais lui donner un angle de pour se courber. Et si je vais ici pour se courber, comme dirait Julien Courbet. En fait. Donc si je vais ici sur Bend, j'ai accès au gizmo qui me permet de pouvoir, si je l'active ici, donc c'est aussi, donc vous avez vu que les modificateurs ont aussi des sous-éléments. Donc si je viens ici et que je sélectionne mon gizmo, on voit que je peux lui dire, ok, si je bouge ça, en fait, toi, tu vas être affecté de cette façon-là. D'accord? Donc clique-toi pour annuler, pour revenir ici en arrière. Et pareil pour le center, on verra à quoi il peut servir, puisqu'à priori, on a l'impression qu'il fait la même chose, mais ce n'est pas le cas. Pour pouvoir utiliser ça convenablement, on va utiliser ici le limit. Donc je vais cliquer sur limit effect. Donc on va limiter l'effet. Et on a le upper et le lower. Donc c'est lower est ici et le upper il est là. Donc l'idée c'est que si je viens ici sur le lower, que je fais en bas, on voit ce que ça fait comme il fait. C'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'on ait le plat qui arrive ici. Donc je vais utiliser cette partie-là. D'accord? Donc là, j'ai déjà dit, ok, bon, on s'arrête ici pour plaquer cet objet. L'angle de rotation va en bas, donc je vais l'inverser, je vais taper moins 90, je fais comme ça. Donc là, on commence déjà à avoir l'idée de notre chaise qui apparaît. Et c'est là que maintenant notre angle rentre en jeu, notre center rentre en jeu. Je vais l'activer et je vais arriver à ce niveau-là. Vous avez vu comment ça fonctionne, c'est assez sympa. Donc je vais arriver à ce niveau-là et je vais jouer avec la valeur qui se trouve ici pour lui demander d'avoir une courbure qui soit un peu plus douce. Comme ceci. Vous avez vu l'idée? Voilà. Peut-être une valeur comme ça. Ok, on est pas mal. Et maintenant, je vais devoir mettre un autre. Donc, on a cet effet qui est compris. Donc, si j'appuie sur F3, on voit que on a géré la courbure ici avec notre outil Bend. Donc, je peux venir ici, cliquer sur Bend et aller lui rajouter un autre Bend. Alors cette fois-ci, plutôt que de mettre un autre bend et de rechercher encore les valeurs, parce qu'il va me mettre des valeurs par défaut, je peux venir ici, faire un CTRL-C et un CTRL-V. Normalement, ça marche. Donc là, il est en train de réfléchir, c'est pour ça. Oups. Donc je peux venir ici, je fais un CTRL, je fais un copie, et je vais faire... Oups. Donc je viens ici, je fais un copie, et je vais faire un paste. D'accord? Donc du coup, je me retrouve avec les mêmes valeurs à chaque fois ici. Donc je vais modifier celle-ci, je vais appuyer sur F4, F3 du moins, F3, et on va changer la valeur. Donc je vais enlever ça ici, et je vais prendre maintenant celle du bas, et je vais aller sur le center pour mettre ça de l'autre côté. Voilà. Normalement, il est censé garder celle du haut. Ouais, on va supprimer ça. Non, on va faire CTRL Z. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais supprimer parce que là, quand vous êtes dans un cas comme celui-là, ne vous prenez pas la tête et essayez de faire les choses de façon à ce que ça fonctionne bien.
Alors, il s'est passé quoi? J'ai perdu tous mes settings. Voilà, merci. Bien. Voilà. Donc, ouais, on va partir sur un nouveau ben, ça va être plus simple. Je voulais vous montrer que on pourrait partir allez, on va partir dessus, c'est plus simple. Et je vais mettre ici, donc on sait qu'il faut aller sur X, d'accord? On sait qu'on va avoir 90 à mettre comme valeur, puisqu'on va aller vers le bas, donc c'est le cas ici. Et puis, on va utiliser cette valeur ici. Ah oui, il faut faire le limit effect. Et on va utiliser cette valeur-là. Eh ben, dis donc, j'ai du mal ce soir. Alors, hop, on clique droit, clique droit. Ah oui, parce qu'il faut, excusez-moi, il faut aller sur le center et le déplacer. Ça, c'est très important. On fait le limit effect. Et voilà. Donc, je vais venir ici, à ce niveau-là, et je peux régler ma valeur comme il faut pour que ça puisse bien se courber. Peut-être pas aussi fort comme ceci. Voilà. C'était un peu compliqué, mais j'espère que vous avez compris l'idée. J'ai même créé une caméra, je ne sais pas à quel moment j'ai fait ça, mais c'est pas la peine de créer une caméra. Donc je vais venir ici. Je vais appuyer sur tellement de boutons que voilà. On verra après comment créer les caméras. Pour l'instant, on n'en a pas besoin ici. Je vais sélectionner ces caméras et je vais les supprimer dans ma scène. Comme ça, je suis la perspective. Alors, c'est un peu grand ici comme dossier, mais dans l'idée, vous avez vu que avec une primitive et un tracé, on peut créer donc, une chaise dans 3D Studio Max assez facilement. D'accord? Voilà.